Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour l'avant-dernier épisode des lectures en cours de cette année 2015. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de mes 10 dernières lectures. Je sais que ça peut paraître super conséquent, mais ne vous inquiétez pas, cette vidéo ne durera pas une demi-heure, c'est promis. Vous l'aurez compris, je vais vous parler de pas mal de choses. Il va y avoir du shoujo, du josei, du shonen et bien évidemment du seinen. Comme d'habitude, je commence avec la partie shoujo et aujourd'hui ça sera avec le second tome de QQ Sweeper de Kyosuke Motomi, c'est publié chez Kazemanga. La série est terminée en 3 tomes et le dernier tome sortira en France le 17 février. Je vous ai présenté le tome 1 dans un book haul, je l'avais vraiment beaucoup apprécié, même si j'étais un petit peu surprise que d'emblée ça allait nous parler de ménage, ce qui pouvait paraître super déroutant quand on sait qu'il s'agit d'un shoujo à la base qui est fantastique, mais de suite je me suis attachée à ces deux personnages principaux qui me rappellent très franchement les deux personnages de Dengeki Daisy de la même mangaka que j'avais adoré, bien que j'avais pas trop aimé la fin, et concernant Beastmaster de la même mangaka, je n'ai pas du tout apprécié la série. Bref, QQ Super, c'est du fantastique, ça nous parle de ménage, ça nous parle de vermine à éliminer, et ce tome 2, tout se déroule très vite. Bon, ça on s'y attend un petit peu, la série est terminée en 3 tomes, donc tout s'enchaîne très rapidement. On en sait un petit peu plus sur notre héroïne qui semblait super mystérieuse à la fin du tome 1. On savait qu'elle cachait un terrible secret qui n'est pas si dark que ça finalement, mais qui est tout de même assez important. On en sait un petit peu plus aussi sur la fameuse fille que notre héros, notre beau gosse du jour, tient dans son cœur depuis des années. On en sait un petit peu plus sur elle. Alors après, la révélation qui est faite à son sujet, je la trouve super prévisible, mais peu importe, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce second tome. Si vous cherchez un shoujo en 3 tomes avec des personnages super attachants, vraiment une relation chien et chat mais qui est vraiment très touchante, c'est un shoujo que je vous recommande. Je continue en vous parlant du 12e tome de La Fleur Millénaire de Kaneushi Izumi, c'est également publié chez Kazemanga, et avec ce 12e tome, nous avons rattrapé l'apparition japonaise. Il faudra donc être très patient pour avoir la suite. Alors on peut s'en douter, avec cette couverture, on va vraiment se concentrer dans ce tome sur la relation entre Aki et Akusei, relation que l'on savait impossible dès le départ étant donné que c'est une princesse qui va devenir reine et que lui c'est un esclave qui est à la fois son serviteur, qui est également son ami et son amant. Une relation qui était très compliquée, il le savait dès le départ, mais dans ce tome 12 elle devient d'autant plus compliquée étant donné que la guerre va éclater, que Aki est vraiment au cœur du conflit et que Akusei, même si c'est son pilier, même si c'est un petit peu l'homme grâce auquel elle a survécu jusqu'ici, elle sait que c'est également une grosse faiblesse pour elle parce que si on l'atteint lui, on l'atteint elle finalement, et elle ne peut pas se laisser affaiblir comme ça par quelqu'un. Et c'est une relation qui, voilà, finalement, on sent que ça peut pas aller entre les deux, et on sent que le tome 13 va être très sombre, étant donné que le conflit, cette guerre contre la reine de Do, est vraiment sur le point de se déclencher. Voilà, on sent que ça se déclenche dans les dernières pages, et j'ai hâte de découvrir ça par la suite. Dans ce tome 12, on découvre également le personnage du prince, donc du fils de la reine de Do, qui est un personnage qui sert clairement à rien, mais ça on le savait déjà. Donc voilà, si vous cherchez du shoujo, pour le coup c'est plutôt dans la Chine médiévale, avec de l'amour mais pas trop, ce qu'il faut, de guerre, de conflit, de conquête de territoire, c'est un titre qui pourrait vous plaire. J'enchaîne avec du josei et les tomes 2 et 3 de Brainstorm Séduction de Setona Mizushiro, c'est également publié chez Kazemanga. La série est terminée en 5 tomes, le 4e tome sortira le 10 février et le 5e tome le 6 avril. Alors déjà je fais un petit focus sur les couvertures qui sont toutes assez semblables mais que j'apprécie beaucoup. Je vous avais présenté le tome 1 dans un book haul et je vous avais dit que le tome 1 il mettait un petit peu du temps à démarrer, que ça pouvait paraître un petit peu lourd au départ de comprendre qu'en fait on a la relation, on a le côté histoire avec cette jeune femme et ce garçon beaucoup plus jeune qu'elle dont elle tombe amoureuse, mais c'est une relation qui a l'air d'aller dans le mur dès le départ, et tous les personnages que l'on voit sur les couvertures qui en fait se trouvent dans sa tête. C'est un petit peu ses émotions, la passion, l'amour, tout ça, tout ce que vous voulez, et ces émotions, ces personnages qui sont dans sa tête font des débats, pendant tout le manga ils font des débats pour essayer que notre héroïne prenne les bonnes décisions en amour, vu que c'est une quiche totale de ce côté-là, qu'elle n'arrive vraiment pas à avancer dans sa relation, elle fait des mauvais choix. Alors en plus, il y a un 3e personnage qui va se joindre à l'histoire, qu'on connaissait déjà, mais voilà, qui va encore plus l'embrouiller sur ses décisions à prendre. Est-ce qu'elle va vraiment rester avec le personnage de
dont j'ai déjà oublié le nom, Sao Tomé, je crois, quelque chose comme ça. C'est un personnage qui est trop jeune, elle comprend qu'il n'est pas fait pour elle, il a un passé qui est d'autant plus tumultueux. Elle en sait un petit peu plus également sur son passé, qui est pas très drôle non plus, on comprend qu'elle a bien galéré avant d'être dans cette relation qui est d'autant plus galère. Donc si vous cherchez un josei, c'est donc un petit peu plus adulte que du shoujo, il n'y a pas de scène de sexe, de trucs comme ça, donc de ce côté-là, c'est pas un souci. Il y a beaucoup d'humour, ça c'est vraiment ce que je retiens, c'est vraiment tous ces petits personnages-là qui cogitent dans sa tête, qui essaient de prendre des décisions. Ça donne lieu à des débats franchement drôles, donc c'est un côté très décalé, le genre de titre qu'on ne voit pas assez, voilà le genre de titre qui sort un petit peu du lot, que je vous recommande si vous ne le connaissez pas encore. Je passe à présent à la partie shonen de cette vidéo, et je vais tout d'abord vous parler du 12e tome de Seven Deadly Sins de Nakaba Suzuki, c'est publié chez Pika. Donc la série est toujours en cours avec déjà 18 tomes de parus, et le 13e tome est prévu en France pour le 3 février. Seven Deadly Sins, c'est décidément un shonen avec lequel on ne s'ennuie pas. Je sais que beaucoup font le parallèle encore une fois avec Fairy Tail, mais no way, ça n'a vraiment aucun rapport. Alors, à la fin du tome 11, on restait sur le fait que Ban avait pris une décision qui allait être assez radicale, c'est qu'il devait éliminer un personnage pour en faire revenir un autre à la vie. Le truc, c'est que les Seven Deadly Sins, c'est un groupe qui est quand même très uni et qui va essayer vraiment d'être uni vraiment quand il y a des grands méchants, des grands combats. Et ce tome 12 est bourré de combats titanesques. Alors si vous êtes fan de shonen, c'est pas, je n'appelle pas ça du shonen baston. Pour moi, du shonen baston, c'est vraiment Okuto no Ken, dans lequel c'est de la baston pure et simple, du corps à corps, du point à point, du pouvoir contre pouvoir, ce que vous voulez. Là, il y a un peu plus que cela. Je considère ça comme de l'action, du fantastique, de la magie, beaucoup d'humour également. Alors le final de ce tome 12, autant vous dire, il est juste pas possible. Quand on sait qu'il faut attendre encore 2 mois pour voir la suite, c'est vraiment horrible de nous laisser sur une fin pareille. Alors on en sait un petit peu plus sur ces fameux démons. Le personnage de Meliodas, on sait que voilà, c'est un personnage qui est très particulier, qui est très puissant, qui tire sa puissance d'un côté démoniaque aussi, mais voilà, ça c'est toujours un petit peu mystérieux. Certains personnages principaux, on sait qu'ils sont vraiment mis en danger. Heureusement, les Seven Deadly Sins sont là pour les protéger. Mais vraiment, c'est la fin de ce tome 12 qui est juste pas possible. L'auteur nous laisse sur un suspense de dingue. Donc vraiment, si vous cherchez du shonen fantastique qui n'a rien à voir, encore une fois, arrêtez le parallèle avec Fairy Tail s'il vous plaît, où il y a du fantastique, de la magie, des combats, vraiment des personnages atypiques, même si c'est pas le shonen ultra révolutionnaire, ça reste assez classique dans le fond. C'est un titre que je vous recommande parce que vraiment, on ne s'ennuie pas avec cette série. En plus, vous avez une jolie frise qui se dessine sur le dos du manga. Là, je peux pas vous la montrer encore une fois, mais voilà, c'est le petit bonus qui peut vous décider peut-être à commencer cette série. Shonen radicalement différent, mais énorme coup de cœur. Il s'agit du 11e tome d'Areadi de Kiyoshi Nanatsuki et Yang Kyung-il. C'est également publié chez Pika. La série est toujours en cours avec déjà 13 tomes de parus et le 12e tome sortira en France le 3 février. Et autant vous dire, ce 3 février, il me paraît décidément super loin parce qu'avec ce 11e tome d'Areadi, on conclut la première partie de la série. Voilà, autant vous le dire, par la suite ça va être un petit peu, alors différent peut-être pas, mais la fin de cette première partie est juste dingue. Alors dans le tome précédent, je vous avais dit qu'on se concentrait sur le personnage de All Eye, qu'on voit un petit peu sur cette couverture si vous êtes attentif. Et j'avais beaucoup apprécié ce tome, même si finalement le personnage de All Eye, on le voyait super puissant, mais on ne le voyait pas tant que ça finalement. Dans ce tome 11, on en sait un peu plus sur qui est réellement ce personnage, pourquoi il est aussi méchant, pourquoi il est aussi puissant aussi, mais il n'est pas si puissant que ça. Voilà, c'était un petit peu le gars qui était à abattre, le gars qui avait l'air super dangereux et tout, et finalement il y a pire que lui. Bon, on se doutait déjà qu'il y avait pire que lui. Donc je vous montre la page couleur qu'on a au début du tome, je la trouve pas extraordinaire pour le coup, mais des pages couleurs sur papier glacé, c'est toujours très sympa. Mais vraiment, ce qu'on retient de ce tome 11, c'est la confrontation entre Jin et son frère. Le gars, ça fait quand même 11 tomes qu'il est venu sur l'île d'Areadi pour voir son frère Rei. Frère qu'il n'a pas vu depuis longtemps, qu'il sait qu'il est passé du côté obscur de la force, mais il ne sait pas pourquoi. Et là, on en sait un peu plus pourquoi. On revient un petit peu aux origines de l'histoire, c'est-à-dire au moment où il y a eu cette fameuse, je sais plus c'était quoi, une explosion, une étoile qui s'est écrasée, un truc comme ça, et comment Jin est devenu finalement un Altered, un mutant, on va dire mutant, ça va être plus simple. On en sait un peu plus sur ça, on comprend qu'est-ce qui s'est passé, on comprend cette haine qu'il a en lui,
et on comprend que la relation toute mignonne qu'il avait quand il était enfant avec son frère, cette relation n'existe plus depuis bien longtemps. Son frère, on le voit pas tant que ça. J'étais un petit peu déçue parce que c'est un personnage qui est fascinant. On le voit pas tant que ça, mais on a tellement de révélations dans ce tome, ça part tellement dans tous les sens, et à la fois c'est tellement logique, on a tellement de petits déclics comme ça dans l'histoire. Un shonen que j'adore, que je vous recommande très chaudement. C'est classé seinen, hein, encore une fois, je ne comprends pas la classification Pika, mais c'est du shonen, donc c'est vraiment un shonen génialissime. Et ce tome 11, je pense qu'on sera peut-être nombreux à le lire, mais c'est probablement le meilleur de la série jusque-là. Dernier shonen de cette vidéo, mais pas des moindres, puisqu'il s'agit du 8e tome de Magical Girl of the End de Kentaro Sato. C'est publié chez Akata dans leur collection What the Fuck. Donc la série est toujours en cours au Japon, avec déjà 10 tomes de parus, et le 9e tome sortira en France le 10 mars. Alors ce 8e tome de Magical Girl of the End conclut la première partie de la série. Donc oui, là c'est vraiment beaucoup de premières parties qui se concluent dans cette vidéo. Mais je trouve que ça conclut la première partie de la série assez bien. On comprend à la fin de ce tome 8 qu'il va partir sur quelque chose de bien différent, avec de nouvelles bases, de nouvelles choses. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir comment se conclut ce tome 8. Mais on comprend qu'on va vers quelque chose de différent, de nouveau, un renouveau dans le manga, qui s'annonce génialissime, ça autant vous le dire. Je vous montre la couverture d'un peu plus près, parce que couverture géniale. Beaucoup de choses, je vous avais dit avec les tomes 6 et 7, déjà que c'était ultra complexe, parce qu'il y avait une apocalypse. À partir de l'apocalypse, ça devient wouh, ça devient encore plus what the fuck que ça ne l'est déjà. Donc il faut un petit peu s'accrocher. Je vous conseille même de relire peut-être les précédents tomes si ça fait un moment que vous ne les avez pas lus. Il y a trop de nouveaux personnages, en plus on est dans un truc parallèle, donc il faut comprendre pourquoi il y en a qui se rappellent, pourquoi il y en a qui se rappellent pas. Que sont devenues les Magical Girls, pourquoi elles sont radicalement différentes de celles qu'on connaissait avant. Et surtout dans ce tome 8, en fait, nos gentils personnages, notre gentille petite bande de personnages survivantes à tous ces massacres des 7 premiers tomes, va enfin connaître qui est l'éminence grise de tout cela. Voilà, la personne qui est à l'origine de ce massacre, de cet apocalypse, de ce qui s'annonce par la suite. Et donc c'est un gros choc, bon, pas pour le lecteur, parce que nous ça fait déjà un petit moment qu'on voit ce personnage dans l'ombre en train de ricaner et de se dire moi, ils ne s'attendent pas à ce que ça soit moi. Et à partir de là, on va vraiment avoir pas mal de révélations, un petit peu moins que dans les précédents tomes, mais ça n'en reste pas moins un tome vraiment génial, très sombre. Les Magical Girls, ça a l'air parfois un petit peu drôle, ce qui change un petit peu, parce que c'est quand même des personnages qui sont pas franchement marrants à la base, surtout dans les premiers tomes de la série en fait. Et c'est un tome que j'ai adoré, mais alors ce que j'ai d'autant plus adoré, c'est que à la fin, en fait le tome 8 se conclut à peu près aux 3/4 du livre, et par la suite on a une histoire, un spin-off tout simplement, sur un personnage que l'on connaît bien et que personnellement j'adore. Il s'agit de notre flic pervers du nom d'Akuta. Lui, alors on pourrait dire, bof, un spin-off pour combler des pages, le truc qui sert à rien. Mais si, ça sert complètement, parce qu'en fait on revient au premier tome, c'est-à-dire quand les Magical Girls ont déboulé sur Terre et ont commencé à flinguer tout le monde. Et on ne savait pas comment ce foutu flic dans le tome 1, on le découvrait, il était dans le centre commercial, à moitié à poil, avec des femmes à moitié à poil autour de lui. Et on comprenait direct que ce serait un personnage pervers et complètement tordu dans sa tête, mais on ne savait pas comment il s'était retrouvé dans ce centre commercial, qu'est-ce qui s'était passé au tout début de son histoire à lui. Donc ça on le découvre dans ce tome 8, et donc c'est vraiment un tome que je vous recommande. Si jamais vous ne connaissez pas encore la série, elle est juste géniale. Du même mangaka, il y a également Magical Girl Sight, qui est beaucoup plus soft, hein, on va pas se le cacher, mais qui est tout de même une très bonne série que je vous recommande également. Je passe à présent à la partie seinen de cette vidéo avec le 3e tome de Devil's Line de Ryo Hanada, publié chez Kana. La série est toujours en cours avec déjà 6 tomes de parus, et le 4e tome sortira en France le 4 mars. Alors je vous ai présenté les 2 premiers tomes dans une vidéo partenariat avec les éditions Kana, je vous y renvoie si vous n'avez pas vu, et si vous voulez mon avis à propos des 2 premiers tomes. C'est un tome que, encore une fois, j'ai adoré. C'est vraiment une série de vampires qui est sombre, qui est sanglante, qui est originale, qui n'est pas ultra révolutionnaire non plus, mais qui est bien. La relation entre ces 2 protagonistes, elle est top. Et s'il vous plaît, arrêtez de me faire des parallèles avec Twilight et compagnie. C'est une histoire d'amour, certes, alors une histoire d'amour naissante, une histoire compliquée entre une humaine et un vampire, mais ça rend rien dégoulinant de bons sentiments. Et s'il vous plaît, ne me dites pas que ça peut être un frein à commencer la lecture de cette série, parce que c'est un faux prétexte. Donc vraiment un tome que j'ai adoré, bourré encore une fois de révélations sur les vampires, tout ça.
Un très bon tome, vraiment une série que je vous recommande si vous cherchez une histoire de vampire qui soit sombre. Il y a des petites touches d'humour, mais pas trop, juste ce qu'il faut quand il le faut. Et voilà, les personnages sont juste géniaux. Le personnage principal, donc j'ai complètement zappé le nom, je ne vais pas chercher parce que ça met trop de temps. Mais vraiment une très bonne série, un très bon début de série que je vous recommande si vous êtes passé à côté. Je continue avec le 6e tome de la série Le Maître des Livres de Umiharu Shinohara, c'est publié chez Komiku. Donc la série est toujours en cours au Japon avec déjà 11 tomes de parus et le 7e tome est prévu en France, il me semble, pour le 17 mars. Donc le rythme de parution est un petit peu lent, c'est pas bien méchant. Donc j'ai vraiment adoré ce 6e tome. On reste sur la lignée, voilà, le Maître des Livres, c'est pas le genre de seinen avec lequel vous allez aller de révélation en révélation, de vraiment de choses extraordinaires en choses extraordinaires de tome en tome, mais c'est vraiment une série qui est sur une bonne lignée et on reste sur cette bonne lignée. Voilà, il n'y a pas un tome où vous allez vous dire bof, ça a servi à rien. Donc en fait, depuis le tome précédent, on se concentre un petit peu sur la relation entre Mikoshiba et ce personnage-là qui est un ancien collègue de ses études quand il étudie pour être bibliothécaire, et ce personnage l'envie un petit peu, il a toujours été un petit peu jaloux du parcours de Mikoshiba, et voilà, on va voir un petit peu l'histoire entre ces deux personnages, tout ça, qui est pas mal. Et par la suite, on reprend le rythme normal de la série, c'est-à-dire qu'on suit différents personnages qui viennent dans cette bibliothèque pour enfants, qui ont des soucis sur le moment, des soucis plus ou moins graves, et la solution, le réconfort, les réponses, tout ça, ça va être mené avec un livre qu'on va leur conseiller. Et ça, je trouve ça génial, de se dire que pour tous les problèmes, pour tous les petits soucis du quotidien, les petites incompréhensions, il y a un livre qui va correspondre à cela, qui va nous permettre également de découvrir peut-être certains livres qu'on ne connaît pas. Et je trouve ça tellement bien foutu et tellement rare d'avoir un manga qui va nous parler de livres. Donc rien que pour ça, c'est un titre qu'il faut lire si vous êtes fanat de livres et de bibliothèques. C'est vraiment un titre qui est fait pour vous. Avant-dernier manga de cette vidéo, il s'agit du 4e tome de Ladyboy vs Yakuza de Toshifumi Sakurai. C'est publié chez Akata dans leur collection What the Fuck. La série est terminée en 5 tomes et le 5e tome sortira en France le 11 février. Ce tome-là, je l'ai adoré, tout comme j'ai adoré les 3 précédents tomes de la série. C'est une série, encore une fois, comme Prison School, à prendre au 1000e degré, parce que sinon vous n'allez pas du tout apprécier l'humour. C'est très pervers, c'est très violent, il y a des scènes de viol, il y a des scènes de meurtre, donc c'est vraiment pas tout public, mais la série est tellement géniale. Donc notre personnage principal de Kozo, qu'on voit sur la couverture, donc en mode Ladyboy, du coup, il s'était fait un allié un petit peu qu'il n'attendait pas à la fin du tome 3. Donc en fait, il avait un allié dans le tome 3, mais finalement, il n'a plus cet allié par la suite. Et ce nouvel allié, il va se dire, voilà, c'est le gars qui peut pas lui faire de mal, je vous en dis pas plus, et qui a l'air intelligent, qui a l'air de vraiment vouloir l'aider. On découvre que ce personnage-là, il est aussi finalement pourri que les autres, hein. Il n'y a pas à dire, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre sur cette île, mais c'est tellement génial. Il va l'amener à découvrir un autre personnage qui s'avère être un allié très chelou, l'allié en question, qui va leur permettre de prendre un peu de pouvoir et d'éliminer une bonne partie des gars de l'île. Parce que finalement, le truc pour s'en sortir, ça va être de buter le maximum de gars pour essayer de s'échapper. Donc Kozo est encore une fois torturé, voilà, c'est vraiment le personnage qui s'en prend plein la gueule et je me demande bien comment il va finir dans le 5e tome, est-ce qu'il va avoir un happy end ou pas. À la fin de ce 4e tome, on comprend qu'il va être confronté à un personnage qu'il n'avait pas spécialement envie de revoir, mais il va le revoir dans le 5e tome et c'est normal, la boucle va être bouclée je pense. Donc vraiment une très bonne série, un humour très pervers, très particulier, mais tellement jouissif, je trouve. Voilà, c'est le genre de lecture tellement génial, tellement décalé et tellement en marge de ce qu'on a l'habitude de lire, donc rien que pour ça, c'est un titre que je vous recommande, mais que je ne recommande pas aux plus jeunes. Et enfin, dernier seinen de cette vidéo, et énorme coup de cœur également, il s'agit du 5e tome de Dans l'intimité de Marie de Shuzo Oshimi, c'est également publié chez Akata. Donc la série est toujours en cours avec déjà 7 tomes de parus, et le 6e tome sortira en France le 10 mars. Alors le 4e tome de Dans l'intimité de Marie, il nous laissait sur un suspense un petit peu de dingue, étant donné que Marie, CF Isao, dans le corps de Marie, faisait une révélation au personnage de Yori, qui est donc la super copine de Marie, et on se doutait que suite à cette révélation, il allait se prendre une tarte dans sa gueule, et ça ne loupe pas. Donc, à partir de cette révélation, on se doute que sa relation amicale avec Yori, elle est un petit peu mise en péril, parce que vraiment ce qu'il lui révèle, c'est pas super sympathique. Et dans ce tome 5, autant vous dire, c'est d'autant moins, tout
public. Alors je sais qu'on dirait pas, la couverture est magnifique, je trouve. On fait un petit focus sur la couverture. Parce qu'en fait, l'auteur est un petit peu à la manière de Inyo Asano, je trouve, assez cru, assez franc dans ce qu'il va montrer, dans ce qu'il veut montrer. Et de ce fait-là, c'est pas un titre que je recommande aux plus jeunes. Voilà. Le titre est génial. Vraiment, le personnage de Isao va se rapprocher de son lui, de l'autre Isao, qui a l'air de vivre sa vie totalement normale. Et il va se nouer une relation super space entre Isao dans le corps de Marie et Isao normal. Donc je n'en dis pas plus, c'est un tome qui est bourré d'émotions, mais qui est à la fois très surprenant, parce que vraiment, encore une fois, l'auteur n'hésite pas à tout nous montrer. Je vous cherche juste une illustration pour vous montrer à quel point ça va loin. Alors, il nous montre tout sans tout nous montrer. Je veux dire, ça ne va pas aussi loin que Inyo Asano qui nous montre vraiment tout de chez tout. Le genre de choses un petit peu osées. Donc un seinen que j'adore, qui sera dans mon top seinen de cette année, Ladyboy vs Yakuza également of course. Donc vraiment une très très bonne série, c'est particulier, ça a l'audace de proposer quelque chose encore une fois de particulier, qui est un petit peu en marge des autres énièmes seinen, shonen qu'on a l'habitude de voir, et rien que pour ça c'est également une série que je vous recommande. Ainsi s'achève cet épisode des lectures en cours, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez lu certains titres que j'ai présentés dans cette vidéo, votre avis à leur sujet, si peut-être suite à cette vidéo je vous ai donné envie de découvrir certaines de ces séries. Je vous retrouve très vite pour le dernier épisode des lectures en cours de cette année 2015 et par la suite j'essaie de vous tourner le plus rapidement possible mes tops et flops de cette année 2015. Sur ce, bye!